Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Vidar et Razorix de l'équipe belge de Warhammer 40 000 et on se fait un débrief du Home Nations. Salut! Juste avant de démarrer la vidéo, j'en profite pour remercier Time2Play, qui est la boutique partenaire de la chaîne, qui est située à Gembloux, en Belgique, qui nous accueille pour le tournage. On vous propose cette vidéo dans le cadre du partenariat entre la chaîne et l'équipe belge de Warhammer 40 000. Et donc, peut-être pour démarrer, est-ce que vous voulez bien vous représenter en deux mots? Razorix, je suis le joueur tyrannie de l'équipe. Vidar, joueur RK, GK et Votan pour l'équipe belge. Et donc, on vous propose dans cette vidéo de faire en fait un retour sur le Home Nations parce que c'est le tournoi qui a eu lieu ce week-end au moment où on tourne, quand vous aurez la vidéo quelques jours plus tôt. Et donc, voilà, vous êtes fraîchement rentrés et l'idée est de faire le point sur ce qui s'est passé là-bas et comment ça s'est passé pour l'équipe. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le Home Nations? Alors, le Home Nations est un tournoi qui existe depuis longtemps. Il a été organisé au départ par les membres des équipes des îles britanniques et inclut l'équipe belge. Ouais. Donc ça représente l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Irlande du Nord, l'Irlande et la Belgique. 6 équipes de base. Et pour faire un tournoi un peu plus intéressant, un peu plus conséquent, tous les ans, les capitaines du Home Nation des 6 membres permanents invitent 2 équipes supplémentaires pour faire un tournoi à 8 équipes, historiquement préparatoire au championnat du monde, ETC et maintenant WTC. Et donc cette année, quelles équipes étaient présentes du coup dans les 2 équipes invitées? Donc les 2 équipes invitées étaient les Pays-Bas et à la base la France, qui malheureusement au dernier moment a dû annuler sa participation. Et du coup, une fois n'est pas coutume, c'était une équipe de mercenaires, donc de différents joueurs des îles britanniques qui n'étaient pas dans leurs équipes nationales, qui ont constitué une 8e équipe. Qui s'appelait les Barbarians pour l'événement. Alors ce tournoi, par qui est-ce qu'il est organisé? Donc comme on l'a dit avant, il y a 6 membres permanents pour le Home Nation. Donc il y a une organisation qui est une tournante en fait entre les différentes équipes. Chaque année, c'est une équipe qui prend le lead sur l'organisation du tournoi. Donc moi personnellement c'était ma 3e édition, il y a 2 ans c'était en Écosse, l'année dernière c'était au Pays de Galles et cette année c'était en Irlande. Et sur ce tournoi, ça nous fait combien de joueurs qui sont présents au total? Et du coup c'est 8 équipes de 8, donc 64 joueurs plus les coachs. Alors pour ce week-end, quels joueurs étaient là et qui jouait quoi? En soi, déjà il y avait on était nos 8 joueurs, donc il y avait Liam, Vidar, moi-même, Ezeviel, Gilles, Yann, Gabriel et Tom. Bien sûr, Tom, Tom. On oublie toujours quelqu'un quand on fait la liste. On le sait, mais le cerveau, on n'arrive pas. Donc on était ces 8 joueurs-là, et donc on avait bien sûr chacun notre armée. Donc Liam était en Thousand Sons, tu étais en Grey Knight, j'étais venu en Tyrannide, Gilles était venu avec ses fidèles custodes, Ezeviel faisait le Necron, Yann était là en Space Marines, en Blood Angel. On avait à côté donc Gabriel qui était là en Adeptus Sororitas. Voilà. Et bien sûr Tom, pour ne pas l'oublier donc, était là en Chevalier du Chaos, en Renegade Knight pour tout l'événement. Alors à ce stade, sur un tournoi donc en avril, parmi vous les joueurs qui étaient là sur le tournoi, est-ce que vous êtes encore dans une phase de test ou est-ce que vous vous rapprochez de la composition finale pour le WTC? Voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on sait déjà un petit peu qui sera sélectionné ou est-ce que c'est pas du tout encore arrêté? Alors techniquement, la sélection n'est pas rendue officielle encore, ça ne saurait tarder. Donc on peut dire que tout le monde est encore en test. Sauf Liam, parce qu'il est capitaine, donc il est indéboulonnable. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on se rapproche de l'équipe officielle? Il y avait, dans les 8 joueurs qu'on a amenés au Home Nation cette année, il y avait 2 personnes qui ne sont pas candidates à l'équipe. En la personne de Tom, parce que c'est le main orga, un des main orgas du WTC, et donc ça fait 2 ans qu'il a décidé de se retirer de l'équipe pour cet événement, parce que, voilà, avec toute la pression de l'organisation, il n'a pas l'énergie à mettre sur la table. Bien sûr. Et Ezeviel qui nous a rejoint un peu en cours de route et qui du coup n'était pas dans les aspirants pour cette année et qui nous a dépanné parce que tout le monde n'était pas disponible pour aller en Irlande. Ok, donc c'est pour ça que on a 2 joueurs qui ne sont pas forcément aspirants, mais c'est parce que vous n'aviez pas en fait
assez de joueurs finalement, enfin tout le monde n'était pas dispo pour venir à ce moment-là. Sinon vous auriez... C'est quand même beaucoup d'organisations parce qu'il faut partir le week-end complet. On part le vendredi, on revient le lundi, donc Football qui est là, plus les différents frais inhérents. Surtout que vous êtes quand même sur un rythme assez soutenu en termes de tournoi quand même. Moi qui vous suis depuis février, il y a des choses tous les mois, plus les entraînements aussi sur TTS que vous faites donc en semaine, etc. Donc oui, on peut imaginer que tout le monde ne peut pas venir à tout le temps. Plus encore les événements auxquels chaque joueur participe individuellement ou collectivement dans d'autres équipes. Donc oui, ça fait Ça va. Et alors, est-ce que c'était la première participation pour certains membres de l'équipe? Alors, pour un tournoi physique, c'était la première participation des Eviel, première sélection des Eviel en tant que joueur de l'équipe belge. Pour un tournoi physique. Il avait joué pour nous à un Scrim TTS. Mais tous les autres sont des membres qui ont déjà fait des tournois pour l'équipe belge. Et est-ce que c'était la première participation spécifiquement au Home Nation de certains? En fait, c'était une première pour la moitié de l'équipe. Quand même. Parce que, en effet, donc on a parlé Ezeviel, première sélection, donc forcément premier Home Nation. Razorix, première participation au Home Nation. Gabriel, c'était une première pour lui également. Et Yann. Ok. Et pour toi, Razorix, comment ça a été en tant que première participation? Qu'est-ce que tu en as pensé? Au Nation, très bien, mais plutôt très satisfait de l'événement. Surtout que je crois que c'est pour cette saison le meilleur score que j'ai fait en équipe belge. Donc, trop bien. Content, oui. Écoute, on va avoir l'occasion de redétailler ça un petit peu après, mais ça fait plaisir à entendre. Concernant les joueurs qui étaient présents, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus leur historique dans le monde compétitif de Warhammer 40 000? Oui, en soit pour les, donc je vais pour les nouveaux qui étaient au Home Nation. Donc premier c'est Ezeviel, Simon qui donc voilà, on ne se connaît pas encore exceptionnellement bien, mais voilà, on s'était rencontrés sur TTS et au Belgium GT, et c'est cette occasion-là qu'on a pu avoir un peu de contact ensemble, et qui du coup suit l'équipe belge depuis ce moment-là. Une personne très très motivée, très plaisante à avoir. Gabriel, qui est donc quelqu'un qui est très bien connu sur la scène belge, qui est joueur Adeptas Sororitas habituel, et qui était présent, était venu avec nous à la Pira Cup, à l'ETC, entre autres, et qui nous a suivis. Yann qui est aussi très connu pour être le joueur d'Etwatch de la scène belge depuis des années, mais voilà, qui donc du coup a accepté un peu de se mettre à jour aussi, de changer parfois un peu de codex, qui est passé un peu en Eldar à un moment, et qui pareil nous a suivis aux différents événements, et puis bien sûr moi-même, je pense que je n'ai pas me représenter par rapport aux dernières vidéos, mais voilà, je suis joueur Sista, Tyrannide, et avec un peu de Xenos depuis, et donc j'étais coach pour l'équipe belge au dernier WTC, et je continue à être avec l'équipe depuis ce moment-là. En t'entendant là, je relève juste un petit truc intéressant, c'est que j'ai l'impression quand on passe sur du jeu en équipe, ça nous force un petit peu, ou en tout cas ça peut nous amener à ouvrir en fait les factions qu'on a envie de jouer, et j'ai l'impression que c'est un bon prétexte et une bonne chose pour peut-être sortir un peu de sa zone de confort. Absolument. Et aller chercher des choses qu'on n'aurait peut-être pas été chercher habituellement. C'est nécessaire, parce que je vais prendre mon expérience personnelle. Moi j'étais en contact avec l'équipe quand je jouais Adeptas Sororitas, et je n'avais que ça comme armée. Au vu le besoin, je suis ouvert au Tyrannide, et je suis beaucoup allé faire le Tyrannide effectivement, mais j'ai aussi joué RK, j'ai joué Orc, j'ai joué Astra Militarum, je joue beaucoup. En fait, c'est une nécessité pour un pays comme le nôtre, si tu compares par rapport à, prenons l'exemple, l'archétype, les États-Unis, tu peux avoir 200, ce qu'on appelle des OTP, donc des joueurs qui ne jouent qu'une seule faction. Donc tu peux avoir 200 joueurs pour chaque faction, et tu prends le meilleur du mec qui est hyper spécialisé dans sa faction. Nous, on a un peu le problème inverse, c'est-à-dire qu'on a un volume limité de joueurs compétitifs, et donc indépendamment de leur faction, on va garder ces joueurs-là, mais par contre, du coup, on va leur demander de s'adapter à la méta, et pas adapter le roster à la méta. Et est-ce qu'en même temps, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est une force, du coup, d'avoir une équipe en fait avec des joueurs qui sont plus polyvalents et qui maîtrisent plus de codex par rapport à une équipe où c'est des joueurs monocodex, ou est-ce que c'est plutôt une faiblesse? Comment vous... C'est un peu des deux. C'est une force parce qu'en fait, on va apprendre à connaître, à mieux maîtriser les armées que l'on pourra rencontrer, et à connaître les astuces, les tricks qu'il peut y avoir en face.
Mais ça peut être aussi, entre guillemets, une faiblesse de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps pour maîtriser tous les petits détails de son armée. Et on voit la différence. Enfin, moi, j'ai eu la différence par rapport à l'ETC, par exemple, où j'ai joué la garde impériale. Effectivement, je sais jouer l'armée, je sais faire les choses, mais des petites astuces qui peuvent avoir à gauche, à droite, qui peuvent faire la différence, peuvent manquer. Tandis que quand je joue Tyrannide, je connais mon codex par cœur, je connais le moindre pouce qu'il peut y avoir, comment on bouge l'aile de la gargouille par rapport à la distance. Enfin, voilà. Je comprends. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Razorix. Un des avantages, c'est que du coup, les joueurs se connaissent. Oui. Donc dans la cohésion d'équipe, le fait d'aller dans les différents tournois, c'est beaucoup plus facile, c'est agréable parce que voilà, on est une bande de copains qui se retrouvent à chaque tournoi. Mais en effet, la difficulté, elle est plus sur le plan de l'entraînement, dans le sens où c'est plus difficile de se dire, alors même si moi je reste sur ma faction, j'ai besoin de m'entraîner sur, là on a le codex orc qui sort, il nous faut, est-ce que je vais trouver un joueur orc qui a déjà bien travaillé le codex, choisi quel est le détachement qui se sépare du lot pour pouvoir travailler dessus, pour l'instant, la réponse est ça n'existe pas en Belgique. Ouais. Et même lorsqu'on a des matchs, qu'on a des estimés, à quoi je dois me méfier par rapport à cette armée-là, on va demander à une personne qui connaît bien l'armée, c'est quelqu'un qui n'a presque pas joué. Voilà, il y a des... Nous, on n'a pas l'info, on n'a pas forcément toutes les infos dont on aura besoin. Je vois. Je trouve ça super intéressant, effectivement, de voir un petit peu l'avantage qu'il y a à ça, mais aussi effectivement les faiblesses qu'il y a à côté. Je vous laisse peut-être poursuivre sur la suite du profil historique des joueurs dans le milieu compétitif, mais je pense que c'était intéressant de faire cet aparté. Ouais. Donc les 4 joueurs restants, on va commencer tout seigneur, tout honneur par Tom. Tom, il est un peu moins présent sur la scène compétitive maintenant, mais c'est un pilier de la communauté à l'échelle de l'Europe, si ce n'est du monde. Tout le monde le connaît. De par le fait notamment qu'il organise à l'époque le TC, maintenant le WTC, il a toujours fait énormément de tournois internationaux. On a Liam, qu'on ne présente pas non plus, qui fait tous les tournois mondiaux possibles et inimaginables, que ce soit en équipe ou en solo. On a Gilles, qui est arrivé récemment sur la scène du 40K compétitif, mais qui est rentré les deux pieds dedans, qui fait beaucoup de tournois en équipe avec nous, qui fait aussi des tournois solo comme le LGT, que Gab aussi faisait. Vous pouvez préciser ce que c'est le LGT ? Le London GT, donc qui est un des plus gros, si ce n'est le plus gros tournoi solo européen hors Master, et qui fait aussi des tournois en Allemagne. Oui. Et il reste moi. Moi, je me concentre essentiellement sur les tournois en équipe. Je fais des tournois solo en Belgique ou en France ou tout comme ça, mais c'est vrai que j'ai vraiment une appétence vraiment plus particulière pour le tournoi en équipe. Et comme ça, comme disait Razorix tout à l'heure, on n'a pas le temps de faire tous les tournois du monde. Et du coup, moi, le temps que j'ai, je préfère l'orienter sur les tournois en équipe. Ça me fait penser à une petite question, peut-être pour des joueurs belges qui nous regarderaient, qui auraient envie de se lancer dans du jeu en équipe, alors sans forcément parler de l'équipe de Belgique, etc. Mais est-ce que vous auriez un conseil sur par où commencer, comment trouver une équipe ? Est-ce qu'il y a beaucoup de tournois déjà en Belgique pour des équipes ? De plus en plus, mais ça reste un peu... ça doit encore progresser. Là, donc en mai prochain, on a 2 tournois en équipe qui sont organisés. Donc le tournoi de Liga Primus et le tournoi des Bastards d'Artois, tout à fait, merci. Donc qui vont avoir lieu. Et voilà, c'est quelque chose qui arrive un peu plus. Après, on a un pays qui est quand même très central Europe et c'est facile de sortir de la frontière pour aller chercher aussi des autres tournois un peu à côté. Après, quand tu as trouvé des équipes, en soi, sans vouloir faire de publicité à un site ou l'autre, mais la plupart des tournois en Belgique sont organisés autour du site Tabletop Tournament ou abrégé T3, où on voit les noms des équipes, des joueurs qui y participent et auxquels on peut contacter les joueurs de ces équipes par ce biais-là. Des équipes, il y en a un peu de partout. Elles sont souvent basées sur des régions, mais pas que. Il y a des équipes qui sont un peu plus communautaires sur toute la Wallonie, sur Bruxelles. Sur donc, si on va sur le site et qu'on voit une équipe dans sa région, par exemple, on peut voir à peu près d'où viennent les équipes sur le site. Il y a moyen de trouver cette info ou... Il y a moyen de trouver l'info. Après, une autre façon qui peut être aussi intéressante pour ces gens-là, c'est quand on voit passer un tournoi en équipe et qu'on
qu'on n'a pas forcément une équipe encore, ça peut être de contacter l'organisateur en disant voilà, moi je suis intéressé par le milieu de l'équipe, je n'ai pas d'équipe. Est-ce que voilà, je me propose comme mercenaire pour ce tournoi-là. Si jamais une équipe vous signale qu'il leur manque un joueur, etc., pensez à moi. Et voilà, ça me permet déjà de rencontrer une équipe, celle dans laquelle on va jouer. Ça accroche pas, voilà, c'est à côté, c'est pas à côté, c'est pas grave. Mais ça permet aussi de rencontrer les autres équipes qui sont présentes au tournoi et de pouvoir discuter, voir s'il y a des gens dans la région, des gens qui cherchent des joueurs. C'est une opportunité. Après, même si la carte mercenaire n'est pas jouée, je pense qu'aucun TO a jamais refusé un visiteur dans un tournoi, tant que c'est pas la foire. Non. Et voilà, tant que vous venez poliment, et que vous dérangez pas des gens qui sont en train de jouer, voir comment ça se passe, rencontrer les capitaines des équipes, je pense que c'est tout à fait possible. Même au-delà du visiteur, il y a même une étape intermédiaire où même s'il n'y a pas de joueurs, toutes les équipes sont ouvertes à avoir des coachs, avoir des personnes pour suivre les parties. Donc ça peut être aussi une porte d'entrée. Effectivement, on ne vient pas jouer, mais on vient participer à l'équipe. Et il ne faut jamais négliger le rôle, l'apport que fait un coach dans une équipe, c'est énorme. Donc voilà, c'est aussi une excellente porte d'entrée de se proposer en tant que mercenaire, même s'il n'y a pas la place, dans ce cas de devenir en coach. Oui, non, effectivement, on ne va pas jouer, mais... Et alors j'ouvre une dernière porte avant de revenir vraiment sur l'objet de notre vidéo. Si, je sais pas, il y a un groupe de joueurs qui se dit nous on aimerait bien être une équipe, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à un tournoi en équipe où il y a un prérequis, il y a quelque chose? Non. À partir du moment où un tournoi en équipe est publié sur n'importe quel site de tournoi, le capitaine enregistre l'équipe. Et après, c'est comme dans tous les tournois solo, c'est la première place achetée et la première place vendue. Il n'y a pas de, sauf exception, il n'y a pas de place réservée à telle équipe, telle équipe, sauf dans certains tournois spécifiques. Et donc le capitaine enregistre son équipe et puis peu importe que les gens ne se connaissent pas la veille. Ok. C'est le premier qui paye les frais d'inscription qui inscrit. Premier arrivé, premier servi. Ok, super. Merci. Peut-être qu'on va créer des envies, des vocations, je ne sais pas. Super. Ce serait très bien. Nous, c'est un des intérêts qu'on trouve à ce partenariat, c'est de susciter des vocations. Parce que plus il y a de joueurs qui sont intéressés par le milieu en Belgique, plus on prend l'opportunité de découvrir des pépites, des gens qui pourront rejoindre l'équipe à l'avenir. Trop bien, ça fait plaisir. Pour revenir plus spécifiquement au Home Nation, je vous propose qu'on détaille maintenant qui jouait quoi, là parmi les joueurs de l'équipe, et peut-être revenir et comparer en fait par rapport à ce qui avait été décidé pour l'ETC et à ce qui a été joué à l'ETC, donc le dernier tournoi en équipe auquel vous avez participé. Déjà il y a des joueurs qui n'ont pas joué à l'ETC, donc je pense particulièrement à Tom. Tom a pris les RK, c'est une de ses factions principales. RK avait l'avantage pour un joueur qui est moins habitué en ce moment à jouer, d'être une faction qui permet de contrôler le jeu et de viser des matchs assez à l'égal. Et qui peut quand même, s'il a l'opportunité, aller chercher plus de points, de par sa mécanique de jeu, d'avoir fait des figurines qui ont beaucoup d'objectifs contrôle, qui vont relativement vite et qui peuvent passer au travers des murs. Si l'adversaire laisse des opportunités, c'est facile d'aller contester un premier, c'est facile à trouver. Et en même temps, c'est facile de sécuriser sur ses objectifs, cachés avec des figurines relativement solides. Donc c'est un gameplay qui est pas extrêmement compliqué à mettre en place, il y a des finesses, comme pour tous les gameplays, c'est pas extrêmement compliqué à mettre en place, donc c'est très bien pour quelqu'un qui a moins de pratique. Est-ce que je dis une bêtise en disant que ça permet aussi d'avoir plus de lignes de vue avec ces termes-là? Est-ce qu'on peut tirer, passer à travers certains décors? Je parlais de ça dimanche en jouant avec quelqu'un qui me parlait des chevaliers impériaux, qui me disait qu'il pouvait tirer sur tout comme ça, donc je ne sais pas si c'est la même chose ici. En fait, il y a deux choses, c'est deux choses, les Imperial Knights et les Renegade Knights, donc c'est les mêmes profils, globalement. En termes de châssis, c'est exactement les mêmes. C'est juste que de par les mécaniques d'armée, les deux factions en fait, ne se composent pas de la même façon. C'est-à-dire que les Imperial Knights vont avoir tendance à utiliser plus des gros chevaliers qui vont bénéficier de la Rite Towering, qui du coup, je sais même pas comment dire en français, qui permet en fait, en ayant juste un orteil sur un terrain, de voir au travers, alors que normalement pour toutes les autres figurines, il faut être entièrement dans le décor pour voir au travers du décor.
ce que les petits Knights n'ont pas. Non pas, ok. Les Chaos Knights, du coup, utilisent essentiellement des petits Knights, par contre, relativement peu des gros, et eux vont bénéficier d'un stratagème qui est spécifique à la faction, qui permet jusqu'à 2 Knights de passer au travers des murs, que ce soit à la phase de mouvement ou à la phase de charge. Ok. Voilà, donc c'est ça qui leur donne leur projection. Alors, est-ce que ça améliore la ligne de vue? Du coup, c'est plus facile de traverser un terrain que de faire tout le tour du terrain. Mais c'est pas... Voilà, la mécanique, c'est pas la même chose. Ça permet surtout de simplifier les charges avec certains knights de corps à corps qui tapent très fort, les carnivores, et de projeter de l'OC sur un objectif en ligne droite. Mais pour ce qui est de la ligne de vue, c'est qu'ils ont une deuxième particularité, c'est qu'ils sont tous équipés de lanceurs AVOC, ils ont tous une arme de tir indirect. C'est une petite arme, mais ça fait 12 knights qui vont tirer avec l'arme, ça fait beaucoup de tirs. Ça commence à faire. Ok, super. Et puis donc, après en deux jours, donc il y a Ezeliel qui est venu donc en Necron. Necron est un peu un des codex permanents de chaque équipe, puisque c'est un des codex les plus efficaces, on va dire pour le moment, qui savent extrêmement bien tenir à table, sont pratiquement intuables suivant la situation, etc. Donc voilà, mais donc les équipes n'étaient pas venus à l'ETC, et ça reste quand même sur certains détachements un codex qui est quand même assez facile à prendre en main. Donc c'était simple pour Ezeliel de nous suivre et de prendre ce codex en main, et il a bien performé pendant le week-end. Il a rempli sa mission. C'est ce qu'on appelle un peu un codex stat check. C'est-à-dire que c'est un codex qui, on sait à l'avance quelles sont les armées qui ont la capacité de dépasser la résistance du codex, qui font suffisamment de dégâts pour passer au travers, et celles qui ne le pourront juste pas. Et du coup, on peut manager un joueur qui est un peu en dessous avec ce type de codex au niveau du pairing, en s'assurant qu'il rencontre un codex qui n'a pas les moyens de le battre, ou au moins pas les moyens de détruire ses unités trop facilement. Donc après, des bons joueurs vont réussir par la compétence, le talent, à passer autour du problème. Ça peut arriver bien sûr, mais on prend moins de risques avec certains de ces codex. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de jouer la canopée de courte. C'est pas plus fort ou moins fort que l'hypercrypte, c'est différent, mais c'est plus facile à gérer pour un joueur débutant sur le codex que l'hypercrypte, qui est une faction où on TP dans tous les sens, on a beaucoup moins de ressources, le positionnement est plus important. Voilà, donc c'est un codex qui est important parce qu'il est fort, il est très bien présent dans la méta, et en même temps il est relativement permissif pour peu qu'il soit bien appareillé. Ok, vous aviez fait la même chose avec Yann à l'ETC, c'était la même stratégie. Même idée. Du coup, on va enchaîner sur Yann. Il a joué à l'ETC en Necron, parce que Guillaume, qui est notre joueur principal sur Space Marine, était à l'ETC avec son Iron Storm. Du coup, Yann nous a dépanné sur le Necron. Là, Guillaume n'était pas là au Home Nation, et du coup, Yann a pu repasser sur le Space Marines. Et on en a profité pour tester une autre version du Space Marines, qui est le Blood Angel, comparativement à l'Iron Storm qu'on avait déjà joué. Ok. Et en termes justement de chapitres Space Marine, actuellement, est-ce qu'il y a des chapitres qui sont beaucoup plus joués que d'autres? Il y en a deux principalement qui sortent du lot, le Black Templar et le Blood Angel, même si on peut parfois avoir certaines itérations des Space Wolf ou des choses comme ça peut arriver. Mais c'est beaucoup ces deux codex, ces deux chapitres qui ressortent, de par les figurines qui sont disponibles et qui vont très bien avec certains détachements. En fait, le Black Templar a joué de deux façons. Il est parfois joué avec le détachement spécifique Black Templar, avec les personnages spéciaux, Grimaldus, Elbrecht, etc. Mais sinon, il est aussi joué en Iron Storm. Et en fait, il a une différence par rapport à tous les autres chapitres Space Marines, c'est que l'Iron Storm repose sur beaucoup de véhicules, et l'équivalent Black Templar des véhicules, pour 5 points de plus, a un multi-melta en plus. Ok. Donc, en fait, pour une armée qui est basée sur le tir, sur l'efficacité des véhicules, avoir un multi-melta pour 5 points de plus, ça rentre dans le volume de points de l'armée, c'est gratuit. Voilà, donc on n'utilise pas les personnages spécifiques en fait d'aucun chapitre, et du coup pourquoi se priver de ces véhicules-là. Ok, super intéressant. Après on avait donc Gabriel qui était donc là, mais donc lui était avec nous à l'ETC et à la Pyra Cup. Donc à l'ETC il était en Death Guard. C'était un codex qui était quand même assez fiable en soi.
Et en fait, après le rapport d'OTC, on a vu que c'était quand même, au résultat, c'était quand même assez drawish. Donc, c'était donnait souvent des égalités lors des matchs. Et comme la Sista, et en fait, Gabriel étant un joueur Sista, plus de base, donc plus spécialisé là-dedans, quitte à avoir deux codex qui font des égalités, autant rester sur ce qu'il maîtrise le mieux. Donc du coup, il est venu en Sista lors du Home Nation et il a fait assez bons résultats aussi pendant tout l'événement. Donc mission accomplie aussi pour lui. Génial. On a, donc dans l'équipe, on avait également Gilles qui est resté sur le Custodes. Alors, le Custodes avait été un peu revu avec les derniers changements de points. Donc on a voulu leur donner, réessayer de le jouer. On l'a joué d'une version, une certaine version au niveau de l'ETC, de l'Eurotrash Cup, vraiment très infanterie. Ici au Home Nation, on a essayé une version avec de Caladius, qui était la version américaine de l'Eurotrash Cup, qu'on a copié, sans vergogne. En plus, l'autre faction principale de Gilles, c'était l'Astra Militarum. Et jusqu'à la toute fin, jusqu'au rendu des listes pour le Home Nation. Du coup, on avait demandé à Razorix un peu de faire le choix entre l'Astra et le Tyrannide. Et je vais te laisser nous expliquer pourquoi tu as pris le Tyrannide. J'espère que vous avez du temps. Le choix qui a été fait de mon côté pour le Home Nation de revenir en Tyrannide, parce qu'effectivement, pour mettre un peu l'historique, donc j'étais venu en Pira Cup en Tyrannide Vanguard, auquel décevant, on va dire ça comme ça, c'était très 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 décevant. J'étais donc venu sans solution de secours sur le Tyrannide pour le TC en Astra Militarum, où j'ai fait donc ce que l'Astra a fait, c'est-à-dire lancer des missiles depuis derrière la ruine. Mais en fait, j'ai une réflexion qui est depuis longtemps en place sur le Tyrannide, où en fait, le Tyrannide est en ce moment un mauvais codex solo, dans le sens où il score, il est dans les plus faibles pourcentages de victoires. Mais il a une particularité, c'est-à-dire que c'est le codex qui score les points de la manière la plus fiable parmi tout le reste. Le problème qu'il a, c'est qu'il manque de résistance et de létalité pour le faire sur toute la partie, et généralement pour 3, il n'y a plus aucun insecte sur la table généralement. Voilà. Donc il fallait trouver, si on voulait le jouer de manière efficace, il fallait trouver une solution pour ça. Et en fait, comme on a pu le voir par exemple à Pira, on était 3 joueurs tyrannides. Il y avait les Pays-Bas qui étaient là avec une liste invasion, moi qui étais là en vanguard, et la Pologne qui était venue avec une liste Swarm Infini. Et la Pologne avait réussi à avoir un peu de résultats sur cette liste, mais quand même pas suffisamment pour se détacher. Ils sont revenus à l'ETC avec cette liste un peu plus construite. D'accord. Et ils ont fait de très très bons résultats avec la liste. Voyant ça, j'ai pris sur certains événements, sur d'autres entraînements, sur d'autres tournois un peu plus, cette liste pour voir exactement ce que ça donnait. Et elle m'a convaincu sur le résultat qu'elle pouvait faire. Je l'ai emmené effectivement au Home Nation directement et elle a fait du résultat. Elle demande d'avoir un appariement un peu particulier, parce que c'est une liste un peu stat check, un peu comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, soit on sait tuer tous les petits insectes, soit on ne sait pas. Et donc sur l'appariement, cette liste a bien fonctionné. Elle a bien sûr des faiblesses, on l'a vu à la dernière ronde, effectivement, d'Orium Nation, où ça a été ma seule défaite du week-end contre du Grey Knight. Mais sur tout le reste des matchs, elle a performé. Ok, trop bien. Comme quoi, parfois, il ne faut pas forcément s'arrêter finalement à une faction ou à un détachement, et on peut toujours souvent pousser les limites, et des choses peuvent faire leur preuve alors qu'on pensait que c'était finalement pas ok. Quoi. Est-ce que... Il y a 2 éléments là aussi qui rentrent dans la réflexion. C'est que l'Astra Militarum, c'est une faction qui est... Voilà, on a un peu résolu l'équation d'une certaine façon. Les compositions d'armées, quand on regarde les différentes listes, Astra Militarum, même celles qui ont été jouées au Home Nation donc récemment, c'était sensiblement les mêmes, à peut-être 300 points près à tout casser. Même pas. Donc on va dire c'est une équation qui est résolue. On pourra toujours repartir dessus s'il le faut, si on n'est pas satisfait d'une chose ou s'il manque quelque chose. Typiquement, c'est une armée qu'on voudra remettre, probablement.
Là, comme on a discuté tout à l'heure, le Chaos Knight, c'était bien dans le contexte du joueur avec qui on l'avait. Ça rentre quand même probablement pas dans un 8. On aurait préféré avoir un Astra Militarum à la place. Mais il fallait un joueur qui a minimum pratiqué le match avant. Ça servait à rien de donner que ça à quelqu'un qui ne l'avait jamais joué non plus. Donc c'était l'opportunité de donner sa chance à quelqu'un qui a la volonté de faire fonctionner son armée, qui du coup a fait des tests avec, qui maîtrise son sujet. Donc des fois un joueur qui maîtrise son sujet sur une faction qui est peut-être moins en vue va quand même faire mieux qu'un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer une faction qui est pourtant top méta ou assez haute dans la méta, parce qu'il n'a pas les automatismes, parce qu'il n'a pas les réflexes. Et voilà, donc, ça d'ailleurs c'est un message que moi je remets aussi au niveau des débutants, je trouve, parce que moi quand j'ai commencé, ça m'arrive d'entendre d'autres débutants ou d'autres personnes dire « Ouais mais ça de toute façon c'est très fort en ce moment, ça c'est pas fort, moi mon armée elle est nulle, ça va pas marcher et tout ». Et justement en tout cas je trouve qu'il y a des nouveaux débutants, de mon expérience à moi, c'est pas vraiment la faction qui va faire la différence. Enfin, ça reste comment toi tu joues, comment tu maîtrises ce que tu joues, surtout face à un autre débutant qui va peut-être avoir une liste plus forte que toi sur le papier, mais s'il la maîtrise moins bien, tu vas pouvoir faire la différence. Donc c'est peut-être un peu pour rassurer aussi des débutants, à pas non plus toujours se focus sur la méta à fond et tout, quoi. Absolument. Et ça, je pense, c'est une excellente transition pour justement parler, par exemple, l'armée fait partie de l'équation, mais le joueur qui la pilote l'est d'autant plus. C'est ça. Il y a un très bel exemple avec le Thousand Sons, par exemple. Oui, Liam a joué Thousand Sons. C'est une faction qui repointe le bout de son nez. Je pense dans des grosses équipes. En fait, selon l'expression consacrée de Liam, c'est une armée dégâts infinis. C'est ce qu'il disait la dernière fois, donc typiquement, c'est une armée qui est extrêmement létale, par contre qui est extrêmement fragile. Et du coup, ça demande beaucoup une science du déroulé du game plan, quoi. Il faut savoir ce qu'on fait avec, il faut savoir ce qu'on expose, il faut savoir vraiment séquencer ses activations comme il faut. Et du coup, en plus, c'est parfait pour un joueur comme Liam, puisque c'est notre joueur qui va chercher les points pour l'équipe. Donc il lui faut une armée qui a la mobilité que peut avoir le TS grâce au double move et au transport, etc. Qui a la capacité de détruire à peu près n'importe quoi. Et parce que du coup, sa science du jeu fait qu'il peut aller chercher vraiment la quintessence de ce type d'armée pour aller récupérer le maximum de points. Il a encore fait 95 points sur 100 au Nation. Voilà. Voilà. Bon, je suis habituée, je vais être habituée maintenant, ça va, moi je... Voilà. Donc voilà, typiquement c'était vraiment, ça correspondait bien à sa place aussi dans le roster. Et pendant quand on voit des joueurs un peu plus débutants sur l'armée, qui n'ont pas effectivement cette science ou cette expérience, ils n'arrivent pas à performer comme le fait Liam. Donc voilà, on voit bien que c'est le pilote de l'armée est beaucoup plus important que l'armée en elle-même, même si ça fait partie des questions. Bon, puis heureusement aussi, parce que si on était sur un jeu qui dépendait que de l'armée, finalement, ce serait peut-être pas très intéressant non plus, quoi. Bien sûr, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aux débutants, le message à donner, c'est si vous avez une armée de cœur, il ne faut pas se décourager. Il faut faire des games. Et il faut se dire, j'ai fait, à la sortie de la game, vous êtes peut-être fait boiter par quelqu'un d'autre qui joue une faction plus en vue. Il ne faut pas partir du principe que la faction est top méta, du coup vous avez perdu parce que la faction était top méta. Il faut se dire ok, c'est comme ça. Peut-être que l'autre faction est de base plus forte, mais qu'est-ce que j'ai comme ressources dans mon codex qui vont me permettre de compenser ce qui m'a manqué pendant la partie? Est-ce que j'ai besoin de plus de mobilité? Parce que en fait, je me rends compte que les unités qui sont résistantes dans mon codex, elles résistent à rien de ce qui est proposé en face, donc ça sert à rien d'aller chercher plus de résistance. Peut-être que j'abandonne la résistance, je vais chercher plus de vitesse, ou je vais chercher plus de létalité pour au moins quand je sors, je peux échanger ce qu'on appelle trade unité avec son adversaire. Disant tout ce qui va sortir va mourir, je le sais, mais au moins je vais être sûr de pouvoir prendre quelque chose à mon adversaire en même temps. Voilà, il faut savoir analyser ses parties, adapter son codex, et des fois profiter de la chance que, comme votre faction n'est pas top méta, votre adversaire ne la connaît peut-être pas. Yes. Voilà. Donc il faut pas faire ce qu'on appelle des gachas, il faut pas cacher à son adversaire ce qui est capable de faire votre armée, mais même si vous lui expliquez toutes les règles,
voilà, il les aura peut-être jamais vus sur la table et du coup il va pas forcément s'y attendre, il va pas forcément comprendre comment ça va se mettre en jeu, comment ça va s'appliquer. Et voilà, des fois il y a des gens qui se font surprendre alors qu'ils ont des armées top méta et qui se font avoir par des gens qui jouent des factions de nulle part. Parce qu'ils ne savent juste pas comment ça marche. Ah ouais. C'est tout ce que tu viens de dire, j'ai vécu exactement tout ça avec mes sœurs de bataille, c'est-à-dire déjà le fait que mes premières games, même des gens m'ont dit mais en fait c'est pas si fort les Sista, je m'attendais à mieux, désolé. Mais c'est juste j'avais pas des unités de dingue et je savais pas jouer clairement, enfin je savais pas, voilà. Et plus j'ai progressé, plus d'un coup maintenant les gens me disent ah ouais quand même ça fait ça. Donc voilà, on voit vraiment la différence juste sur moi, ma maîtrise du truc quoi, alors que c'est la même armée, voilà ça change vraiment ça. Et sur le fait aussi d'avoir une armée un peu moins connue, c'est vrai que je l'ai un peu vécu aussi moi dans mon cercle de joueurs, dans le sens où je suis la seule joueuse sœur de bataille des gens avec qui je joue. Et les premières fois où je les ai rencontrés, et il y a beaucoup de débutants aussi, quand ils rencontrent une armée qu'ils ne connaissent pas pour la première fois, c'est vrai que forcément, parfois ça aide un peu aussi, mais voilà, sans évidemment venir faire des gachas, etc. Mais on peut aussi avoir cet intérêt en jouant peut-être une faction spécifique qu'on aime bien et qui est pas forcément hyper jouée. Et du coup, je crois. Oui, il reste mon armée. Il reste mon armée. Donc moi j'ai joué GK. Je jouais déjà GK à l'Eurotrash Cup. Où je jouais une version plus piétonne aussi de l'armée. Là, je suis repassé sur une version plus mécanisée avec plus de Dread Knights. Et également à Land Raider, Redeemer qui me permettait d'avoir un peu une empreinte plus solide au sol, même s'il ne bénéficie pas de toutes les règles de la faction. Donc voilà, c'est vraiment une armée que j'adore parce que c'est une armée qui a toujours de la ressource. Tant qu'on n'est pas table rasée, on a des figurines qu'on peut remettre n'importe où sur la table et récupérer les points, ça score le secondaire normalement assez facilement. Et voilà, donc même sans changer de faction, changer d'armée entre les tournois, ça se fait quand même. Par rapport du coup aux factions que vous avez choisies pour le Home Nation et que vous avez amenées sur ce tournoi, est-ce que c'était à 100% dans la méta ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez amenées qui n'étaient des choses pas très jouées? En soi, le Tyrannide, on va commencer par là, c'était effectivement pas quelque chose qui était très joué en soi, mais qui a pu apporter quelque chose à l'équipe, je pense, sur cet événement-ci. Le RK, bien sûr, n'est pas dans la méta, mais comme on a expliqué tout à l'heure, ça reste une faction qui peut amener ses menaces et qui, bien pilotée, peut quand même faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait qui était en dehors de la méta? Le reste était plutôt méta. Le reste était relativement méta. Je pense que, voilà, en termes de choix d'équipe, on a peut-être d'autres factions qu'on va glisser en dehors. Le Custodes, de toute façon, maintenant, le codex est sorti, on ne va pas forcément aborder le sujet. Mais voilà, donc on va devoir se repencher sur la question, probablement le replacer. Et même dans les factions utilisées, est-ce que le Blood Angel est meilleur que l'Iron Storm? Voilà, ça c'est des débriefs qu'on fera en interne. Est-ce que la composition de chacune des listes est à refaire? Pour revenir plus spécifiquement au tournoi, j'ai deux questions là-dessus. C'est d'une part comment c'était organisé, quel était le fonctionnement, et comment ça s'est déroulé évidemment pour vous. Donc on est sur un tournoi à 8 équipes. Donc pour faire 5 manches, le tournoi est organisé en 2 poules ou en 2 groupes. Les équipes sont réparties dans les groupes, comme pour le WTC, en fonction des résultats des années précédentes. Donc il y a le premier jour une phase de poule, où les 4 équipes de chaque groupe se rencontrent entre elles, donc ça fait 3 matchs. À la fin du premier jour, on prend les 2 premiers de chacune des poules, rentrent dans ce qu'on appelle un top bracket, et ils vont se rencontrer le lendemain, et ça fixe les 4 premiers du tournoi. Les 2, 3e et 4e des 2 poules se rencontrent, font ce qu'on appelle le bottom bracket et vont fixer le reste du classement. Et pour un tournoi comme le Home Nation, où parfois il y a des nouvelles nations qui participent, comment vous faites par rapport au classement précédent? Ils n'ont pas de classement précédent, j'imagine. Donc ils sont exactement. Du coup, même s'il y a des invités récurrents, par exemple les Pays-Bas sont plusieurs fois venus, le tournoi est toujours organisé avec le classement des 6 nations qui sont permanentes, et il y a un invité dans chaque poule. D'accord. Comme ça, on répartit les forces. Et c'est tiré au sort l'invité dans chaque poule? L'organisateur, c'est à la discrétion de l'organisateur. Voilà, je pense que là, les Barbarians ont d'office été mis au numéro 8 parce que c'était vraiment une équipe de mercenaires, alors que les Pays-Bas, c'est quand même une équipe constituée. Voilà, donc sur la discrétion de l'organisateur. Très bien. Est-ce que vous voulez dérouler maintenant sur comment ça s'est passé pour vous? En soi, donc, du coup, donc, c'est déroulé sur un week-end. Donc, le premier jour, le samedi, avait lieu donc, la phase de poule en soi, où toutes les nations s'affrontaient dans leur poule. Donc, notre côté, donc, on a commencé contre l'équipe de mercenaires, les Barbarians.
sur lequel donc, du coup on a gagné la ronde en soi, même si on s'est fait un tout petit peu accrocher pendant le déroulé. Je pense dire que certains jours n'étaient pas encore très chauds, on va dire, le matin, on va dire ça comme ça. Ensuite, après, donc, du coup, la ronde s'est déroulée jusqu'au temps de midi, pause Miam. Et on a suivi donc sur l'après-midi où on a affronté le Pays de Galles, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ronde qui s'est très très bien déroulée pour nous. Les ailes étaient en route, a priori. Et ensuite, on a terminé donc face à l'Angleterre, qui était donc, on va dire, le favori de l'événement en soi, et qui était vraiment la nation contre laquelle il fallait qu'on donne tout. Et finalement, la ronde s'est assez bien déroulée, puisqu'on a remporté la ronde face à l'Angleterre. Et donc, on est quand même assez fiers. Hein. Ok. Oui. Est-ce que vous avez fait un débrief sur cette victoire? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez remporté? Qu'est-ce qui a joué? Je pense qu'on a bien réussi notre session d'appariement. On a réussi à bien placer deux choses qui étaient essentielles pour nous pour bien réussir, surtout contre comme ça des équipes très challenging. Placer nos deux joueurs qui étaient moins en forme, moins entraînés, qui étaient Tom et Zéviel. Donc comme on l'a dit, Necron, faction, stat check, il y a une donnée qui est quasiment une constante dans la méta, c'est que 2 Necrons, ça fait 10-10. D'accord. Donc l'idée, c'était, donc on a réussi à positionner Zéviel sur ce qu'on appelle le mirror 10-10, donc il a rapporté ses 10 points, c'était très bien. Okay. Enfin, 9 points, c'est pareil. Le RK a relativement peu de matchs où il arrive à pousser ou à bien performer, et là on a réussi à le mettre sur un de ses rares matchs positifs. En égal positif où du coup il a ramené un bon résultat et donc ça c'était ça évitait qu'on perde des points sur ces matchs qui étaient potentiellement plus compliqués. Et du coup ça a permis au reste de l'équipe aussi d'être plus serein, d'assurer leurs résultats, d'aller chercher ce qu'il fallait pour la victoire. Ça montre que tout le monde est attrapable. Après, pour faire un petit point quand même sur l'équipe d'Angleterre, il y avait dans le roster de l'équipe d'Angleterre 2 membres titulaires de l'équipe d'Angleterre et 6 prospects. Oui, ça change un petit peu aussi. Les prospects anglais, vu la quantité de joueurs de très haut niveau qui existent en Belgique, restent des joueurs de très haut niveau. Mais c'est vrai que donc ça a certainement aidé à ce qu'on les accroche. Bon, il y avait quand même des joueurs comme Manichima qui du coup a pris la première place solo du tournoi en mettant un 100 sur 100. Voilà. En Thompson, il faut le préciser. En Thompson aussi, d'ailleurs. C'est bien. Voilà, donc c'était quand même une grosse équipe, même si c'était pas forcément le line-up final non plus pour eux. Mais ça fait du bien de voir qu'on peut accrocher ces équipes. Et que du coup, on a, nous aussi, on n'avait pas notre line-up final. On a aussi une marge de progression. Oui, c'est clair. Et du coup, c'est vrai que ça faisait du bien au moral. À la fin de la première journée, on était très contents parce que du coup, on finit premier de notre pool, on finit devant l'Angleterre. Ça fait au moins 10 ans que l'Angleterre finit première du tournoi à chaque fois. Ça aurait été une belle performance que de réussir à les déloger malgré ce qu'on a dit, leur line-up qui n'était pas complet. On a aussi été surpris par la composition du top bracket. Dans le sens où dans l'autre pool, on s'attendait peut-être plus à voir l'Écosse et les Pays-Bas sortir en devant. Et en fait, c'est l'Irlande et l'Irlande du Nord qui sont passés devant. Ça montre, encore une fois, que il n'y a pas de petites équipes. Non, faut sous-estimer personne. On sous-estime personne. Tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Tout le monde peut monter en puissance. Ça aussi, c'était une bonne leçon. Absolument. Et donc du coup, c'était sur la première journée. Ensuite, donc du coup sur la deuxième, qui était donc en soi, donc du coup pour la deuxième journée, donc les tops jouaient ensemble dans leur propre pool et ceux qui étaient le bottom jouaient dans la leur. Donc du coup, on avait à affronter l'Irlande du Nord et l'Irlande. En soi, pour dérouler, on était quand même pas non plus très serein par rapport à l'Irlande, qui avait quelques line-up, quelques codex un peu particuliers auxquels on ne s'était pas forcément attendu. Lesquels, par exemple on avait, par exemple, un Space Marine du Chaos qui était présent, avec 12 Oblitérators, chose que je crois qu'on n'a quasiment jamais rencontré dernièrement. Non, on n'a jamais vu ça. C'est une liste basée sur un gros, ce qu'on appelait à l'époque, ça n'existe plus trop maintenant, mais une Death Star, c'est-à-dire que le joueur joue
une unité, donc là en l'occurrence 3 fois 4 oblitérateurs, qui a une certaine puissance de feu, qui va être boostée par toute une cohorte d'autres unités qui ne servent essentiellement qu'à ça. Donc là en l'occurrence Abaddon, un Hellbrut qui permet d'avoir le double Dark Pact, etc. Okay. Donc les 3/4 des points de l'armée sont basés sur ça. Il y a très peu d'unités satellites, donc c'est une liste qui est vraiment particulièrement atypique. Et c'est vrai que pour le coup, sur ce match-là, l'Astra et l'Eldar, qui auraient été d'excellents contres, l'Astra Militarum et l'Eldar auraient été d'excellents contres à cette liste-là, n'étaient pas présents dans notre roster, ça nous a un peu fait défaut. Donc voilà, après donc, du coup, sur la deuxième journée, on a commencé avec l'Irlande du Nord au matin. La ronde s'est très très bien passée, on va le dire. Donc du coup, on était bien motivés donc, par cette victoire du matin, donc on était sur 4 victoires d'affilée. Et on dit, la première place peut-être devant nous. C'est possible. Voilà. Oui. Alors, il faut quand même... l'Irlande avait fait des bons résultats. L'Irlande venait de perdre contre l'Angleterre. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on était la seule équipe invaincue du tournoi. Donc même une égalité nous aurait suffi à assurer la première place. Oui. Mais voilà, l'Angleterre avait fait des bons résultats, l'Irlande avait fait des bons résultats dans sa phase de poule. Ils avaient un moment, quand on suivait la ronde, parce qu'on a fini un peu avant eux, on avait quand même l'impression que le match Irlande-Angleterre pouvait finir en égalité. Donc voilà, il y avait clairement des forces en présence au niveau de l'Irlande. Donc oui, on commençait à voir venir l'opportunité de la victoire, mais voilà, on ne s'est pas déconcentré pour autant. On a donné tout ce qu'on a pu sur ce dernier match. Malheureusement, maintenant, le match contre l'Irlande ne s'est pas déroulé comme on l'espérait. Et donc, du coup, on a donc défaite sur la dernière ronde, ce qui nous a donc placé à 4 victoires, une défaite, comme l'Angleterre et l'Irlande. Donc, du coup, la différence a dû se faire au niveau des battle points, qui sont donc le total des points remportés par l'équipe. Et donc, sur ce tableau-là, l'Angleterre avait beaucoup plus de points que nous, suivi par nous-mêmes et l'Irlande. Mais donc vous finissez deuxième, ce qui est déjà quand même très très bien. Alors maintenant, quel est votre programme pour la suite jusqu'au WTC, que ce soit en termes d'autres tournois en présentiel, je suis matrixée par le télétravail, en physique, ou en termes aussi d'entraînement sur TTS et donc des scrims sur ordinateur en fait. Donc en physique, je sais qu'il y a déjà beaucoup de joueurs de l'équipe qui vont faire, on a parlé tout à l'heure, les 2 tournois en équipe belge qui vont arriver, donc le Liège Primus et le Bastardatoire. Donc je pense qu'à peu près quasiment toute l'équipe va jouer répartie sur ces tournois-là. D'ailleurs sur ça, vous aurez une vidéo de suivi de tout ça. Moi je viendrai sur place aussi, donc voilà, on aura, il y aura des choses sur les bases des événements. En plus on n'est pas tous dans la même équipe, on s'est un peu répartis, donc on aura aussi l'occasion de se... ça change, c'est ça. C'est pas mal aussi. Et on a vraiment 2 grosses échéances en physique avant le WTC. Une deuxième Pira Cup. Qui sera un peu en amont et du coup qui sera probablement à liste secrète qui ne seront pas dévoilées. Et on a l'Eurotrash Cup, une deuxième Eurotrash Cup qui sera juste avant le rendu des listes également. Donc qui sera vraiment l'opportunité d'emmener vraiment les 8 joueurs qui sont pressentis pour l'événement. Qui seront déjà confirmés à ce moment-là. Oui, ça sera confirmé. Avec vraiment les listes vraiment hyper optimisées, les factions qu'on veut emmener à l'événement pour faire les derniers ajustements avant de remettre les listes. Ok, et donc là, ce sera vraiment un test, et même les autres nations vont ramener leur liste. Oui, là, vous venez en conditions réelles. Il n'y aura plus de prospects, tout le monde aura déjà fixé son 8. Les listes pourront encore changer jusqu'au dernier moment en fonction des résultats. Mais voilà, là on sera vraiment sur des équipes qui seront optimisées en termes de joueurs. Et en termes de dates, donc ça représente quoi? C'est quand le rendu des listes et quelles sont les dates de ces 2 événements? Donc le rendu des listes pour le WTC, c'est le samedi 13 juillet. Et on a justement la Pira Cup le week-end juste avant. Et l'Eurotrash Cup le week-end encore avant. Donc le dernier week-end de juin, on fait l'Eurotrash Cup. Le premier week-end de juillet, on fait la Pira Cup. Et le deuxième week-end de juillet, on rend les listes pour le WTC. Allez, ça va être bien intense. Là, vous êtes sur... c'est la dernière ligne droite. Avant justement la dernière phase de préparation où on connaîtra les listes de tout le monde et où on pourra commencer à travailler spécifiquement les matchs des premières journées, puisque comme on sera dans une poule dont on connaîtra les membres,
On pourra vraiment faire des trainings spécifiques contre les listes qu'on va affronter. Ça doit être une période hyper intense. Vous dormez, vous faites... Comment ça se passe à ce moment-là? Entre deux parties sur TTS, on arrive à trouver peut-être une heure ou deux. Oui, après il y aura vraisemblablement des événements d'équipe où on va essayer de se retrouver sur des week-ends entre le 13 juillet et le WTC pour faire des entraînements collectifs. Mais oui, même du coup, les 2 semaines précédentes, ce sera aussi des semaines intenses, puisqu'on a déjà 2 tournois internationaux avant ce rendu des listes, et on a ce dernier mois de préparation où, on dort quand même. C'est ça, bon, ça marche. Et donc, en plus de ça, vous faites donc des scrims, des entraînements sur TTS, où vous affrontez d'autres équipes, d'autres nations. Où est-ce que vous en êtes là-dedans? Qu'est-ce qui est prévu encore dans les prochaines semaines? Notre cher capitaine a été très productif sur les nombres de scrims à faire, puisque là, donc, pour l'instant, on est en train de réaliser un scrim contre les États-Unis. On a un scrim contre une équipe une des équipes de ligue française qui suit. On a ensuite l'Italie qui est prévue, l'Allemagne, le Luxembourg et une autre équipe des États-Unis. Ouais. Okay. Et l'Italie, par exemple, vous les rencontrez pas trop en tournoi, genre type ETC, etc. Ils se déplacent pas trop ou il y a d'autres événements? Est-ce qu'il y a peut-être des pays du sud de l'Europe qui se rencontrent aussi entre eux dans d'autres tournois ou c'est juste qu'ils font moins de tournois internationaux avant le WTC? Non, j'ai pas connaissance. Je suis pas un expert sur la question, mais j'ai pas connaissance qu'il y ait d'autres vraiment gros tournois en équipe sur le sud de l'Europe. Non, on se rencontre plus à la Med Cup ou des choses comme ça, mais c'est plus en solo. Voilà, c'est pas. On a moins l'habitude de les voir sur ce genre de tournoi. Ok, vous les voyez au WTC ou en scrim. Essentiellement. D'accord. Eh bien, merci pour tout ce compte-rendu de votre participation Home Nation. C'était hyper intéressant d'avoir tout ça. Toujours un plaisir de suivre l'équipe et tout ce qui se passe. Pour la suite, ce qui se passe, c'est que bientôt sur la chaîne, vous aurez des vidéos de présentation de l'équipe et des joueurs pour toujours plus les connaître, même si maintenant, de plus en plus, vous commencez quand même à avoir une idée de qui fait partie de l'équipe et participe à tous ces événements. On se retrouve aussi pour une vidéo sur les 2 tournois en équipe à Ath et à Liège, où je serai du coup sur place aussi, où là l'équipe sera répartie dans d'autres équipes de Belgique et donc ça va être aussi sympa de suivre un événement de ce type-là. Ça va être le 18 et le 19 mai. Vous aurez une vidéo qui va couvrir tout ça et donc moi je serai aussi sur place, l'équipe sera sur place aussi. Je ne sais pas encore quel jour je serai à Ath et quel jour je serai à Liège parce que tout est en même temps, mais on va voir comment ça se passe. Et d'ailleurs, si vous voulez peut-être découvrir un petit peu, avoir une porte d'entrée sur le monde du jeu compétitif en équipe, n'hésitez pas éventuellement à contacter les organisateurs de ces tournois via le site du coup Tabletop Tournament et pour venir éventuellement sur place. A priori on vous refusera pas, mais voilà, vous pouvez faire ça si vous êtes en Belgique. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Si vous avez d'autres questions, des points qui n'étaient pas clairs aussi, on répond en commentaire, donc n'hésitez pas à faire ça. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre toute l'actualité de l'équipe et toutes les autres vidéos. Et puis sinon vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je suis aussi sur Twitch maintenant, grosse promo. Et puis vous avez l'équipe belge sur Facebook aussi qui poste régulièrement toute leur actualité. Et puis bien moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby. Au revoir.